Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce MIAM, ce moment de l'intelligence artificielle le midi. Que vous soyez avec nous dans la salle ou en ligne, au Québec ou en France, on vous sait nombreux et nombreuses derrière vos ordinateurs. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Gaëlle Hermans, je suis conceptrice pédagogique ici au CHUM et j'ai le privilège d'être la facilitatrice de ce panel aujourd'hui. Il porte donc sur l'intelligence artificielle en santé, un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt et d'innovation. Nous allons explorer, avec nos panélistes tout droit venus du CHU de Dijon, comment l'intelligence artificielle transforme le domaine de la santé et comment nos panélistes collaborent pour développer des solutions innovantes pour les patients, patientes et pour leurs proches. Avant de les présenter, je vais vous raconter une petite histoire de comment on est arrivé ici, le 24 octobre, à accueillir nos amis français. L'histoire a débuté en 2019. C'est le professeur Caillé qui est venu à Montréal rencontrer deux acteurs de l'innovation en santé au Québec, Yoshua Benjo et l'École d'intelligence artificielle en santé.
Il n'y avait pas de concurrence, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est avec nous. Et avec le diplôme universitaire, le DU en IA Santé qu'il a lancé à l'Université de Bourgogne, l'EIS a vu un très beau potentiel de collaboration. Et c'est grâce à une aide venue du ministère des Relations internationales et de la francophonie que nous avons pu démarrer un accord de coopération avec le CHU de Dijon. Cette aide financière a permis une venue d'une partie de notre direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM à Dijon en mai dernier pour le forum IA for Care, où l'équipe a été très agréablement accueillie. Et c'est à notre tour aujourd'hui de vous accueillir à Montréal pour ce MIAM et pour discuter ensemble et découvrir ensemble les expertises en intelligence artificielle. Cet accord de coopération permettra aussi d'autres avenues de collaboration, dont une surprise qui vous sera annoncée à la fin du panel. Je laisse le suspense planer. Pour commencer, je vais donc vous présenter nos panélistes. Ils sont trois, tout comme les trois compétences que l'on va aborder aujourd'hui. On peut voir donc la collaboration, c'était ma diapositive précédente, excusez-moi. Nous avons donc trois panélistes. On a aussi trois compétences qu'on veut mettre en avant dans ce panel aujourd'hui, qui sont l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. On verra que ça se retrouve dans leur profil. On va commencer avec Barbara. Barbara, vous avez un parcours riche en pédagogie numérique. Pendant 15 ans, vous avez accompagné des personnes migrantes dans leur apprentissage du français en intégrant des outils numériques assez pratiques. Des personnes d'horizons variés, allant de personnes non alphabétisées aux diplômés, ont pu bénéficier de vos formations avec un impact marquant. On m'a glissé à l'oreillette qu'en 8 ans, la salle informatique qui initialement était peu utilisée est devenue tellement sollicitée qu'il fallait la réserver à l'avance. Vous avez ensuite passé 6 ans à l'Université de Bourgogne, où vous avez développé des formations à distance pour les professionnels de la santé. Et aujourd'hui, en tant que directrice des enseignements numériques à l'INES, l'Institute for Smart Health, vous concevez des programmes de formation en e-learning et organisez des webinaires. Avec Patrick, vous avez fondé un programme pour promouvoir l'usage de l'IA en santé, en sensibilisant un large public, et particulièrement les enfants. Vous allez nous en parler. Barbara, votre objectif pour l'avenir, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle et le numérique dans les pratiques courantes, tout en rappelant que sans l'humain, la technologie ne peut pas atteindre son plein potentiel. Alors, je vais commencer par 2 questions faciles. On n'est pas encore dans le panel, on va un peu briser la glace et on va mettre en avant ce qu'on aime de nos 2 régions respectives. Alors, Barbara, est-ce que vous êtes plutôt moutarde ou plutôt sirop d'érable ? Je vais quand même rester dans ma région d'origine et ça sera la moutarde. Et si je vous sers un verre, vous préférez un verre de vin de Bourgogne ou une tasse de café de micro-torréfacteur québécois ? Une tasse de café alors. Voilà. Un partout, parfait. Alors, je vais passer à Patrick. Patrick, vous êtes pharmacien biologiste de formation, spécialisé en cytogénétique et génétique moléculaire. Vous avez joué un rôle clé dans l'introduction de ces domaines au CHU de Dijon et donc profondément amélioré les capacités de diagnostic dans ce domaine. Aujourd'hui, vous êtes professeur de génétique chromosomique et moléculaire et vous dirigez le laboratoire de génétique chromosomique au CHU de Dijon. En parallèle, vous êtes responsable du DU dont on a parlé, qui est donc un DU en intelligence artificielle appliquée à la santé, et vous formez donc les professionnels à utiliser l'intelligence artificielle dans leur pratique médicale. Vous êtes l'organisateur du Datathon, un événement où étudiants et professionnels collaborent pour imaginer des solutions numériques en santé. De plus, vous supervisez l'initiative DataKits, dont on vous parlera également dans ce panel. Pour l'avenir, vous nourrissez un rêve ambitieux, développer une thérapie génique révolutionnaire grâce à l'intelligence artificielle. Votre grand projet, c'est de créer un institut dédié à l'intelligence artificielle en santé à Dijon, qui serait un véritable centre d'excellence en France et partout dans le monde. Soyons ambitieux. Alors, je pense que vous pouvez répondre à des questions bien plus compliquées que ça, mais je vais rester sur mes questions brise-glace. Plutôt moutarde ou plutôt sirop d'érable ? Pour moi, c'est compliqué. Je donnerais ma langue au chat, mais je dirais plutôt sirop d'érable. Allez. Et entre le vin de Bourgogne et le café de micro-torréfacteur Là, il n'y a pas photo, c'est le vin de Bourgogne. Allez. On reste toujours à égalité, de partout.
je finis avec le docteur Davide Caligarin qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous avez un parcours unique, vous êtes médecin de formation et spécialisé ensuite dans le développement de l'intelligence artificielle en santé, devenant le premier praticien hospitalier en France qui est entièrement dédié à ce domaine. Vous occupez donc une place clé au CHU de Dijon, au sein du service de professeur Caillé, et vous avez développé ensemble une unité fonctionnelle innovante appelée DIAD, dont le professeur Caillé va nous parler plus tard. Votre équipe travaille donc sur des projets transversaux qui touchent à la biologie, à l'anatomopathologie et à d'autres spécialités médicales. Ce qui vous rend donc exceptionnel, c'est cette double expertise, à la fois médecin et spécialiste de données. Cette combinaison rare vous permet de comprendre les besoins des soins de santé tout en maîtrisant les outils technologiques capables de les transformer. Récemment, vous avez soutenu avec succès votre thèse de doctorat en informatique en vous concentrant sur l'intelligence artificielle générative pour développer des outils et modèles capables de révolutionner la prise en charge des patients. Alors, à votre tour de répondre aux questions très difficiles d'introduction, plutôt du sirop d'érable ou de la moutarde? Alors, pour moi, j'adore le Canada, mais pour des questions d'habitude, je vais choisir la moutarde de Dijon. Et finalement, entre un verre de vin de Bourgogne ou une tasse de café bien chaude d'un micro-torréfacteur québécois? Encore une fois, j'adore vraiment le Canada, mais je vais rester sur la Bourgogne. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est une victoire pour vous. On trinquera au vin de Bourgogne alors. On va laisser place aux questions. Je vais vous rejoindre. Et on va commencer avec Patrick. Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle vous avez joué dans cette collaboration, dans cette histoire que je vous ai racontée, et puis dans le développement de l'intelligence artificielle au CHU de Dijon? Donc bonjour, allô à tout le monde, à tous les Canadiens qui sont présents ici en visio. Donc moi, je suis un peu le chef d'orchestre, je suis un entrepreneur de l'IA en santé au CHU de Dijon. Mais la première pierre à l'édifice, c'était le docteur Caligarin, qui est arrivé dans le service en 2017 en tant que jeune interne. Il s'est formé à l'IA, etc. Je crois qu'il y avait une petite diapo. Donc là, c'était la nomination de Davidet en 2017. Puis en 2019, il est passé la CPH. C'est le premier médecin spécialiste dans un centre hospitalier qui fait que de l'IA. Donc, il crée pour nous des algorithmes et il répond à nos besoins, que ce soit en anapath, etc. Donc là, il y a Mélodie Opal qui nous a rejoints l'année passée et qui est ingénieur aussi dans le service, avec Tristan aussi Moreau de la société CEPAGE qui est avec nous. Donc on a une petite équipe, mais très dynamique, et on a fait de la recherche, du diagnostic et de l'animation avec Barbara sur l'IA en santé. Pour ce qui est de DIAD, c'est une équipe de recherche implémentée dans le CHU, dans mon laboratoire. On est dans le pôle de biologie. Le responsable, c'est le docteur Caligarin. Et donc, il développe toutes les solutions d'IA en santé dans cette structure. Donc, on a même eu un prix FHF pour notre travail au niveau national. L'idée de DIAD est venue, c'est que moi, j'avais beaucoup de collègues qui avaient des problématiques, c'est qu'ils voulaient développer des applications à base d'IA, mais ils ne savaient pas où aller. Donc, ils viennent nous voir. En fait, on a créé un sort de guichet. Et là, on propose des solutions, même des projets IA. Donc, on a créé plusieurs projets. Les premiers projets, ils ont été créés dans le cadre du Covid-19. Donc, Davidet a créé un robot capable de détecter les masques. Aussi, en anapath, c'est les fœtus polymalformés. On a essayé de travailler sur une base de données. Et d'un point de vue génétique, dans mon service, on travaille sur les copy number relation. Et Davidet, on est en train, qui s'appelle CNVM, on est toujours dessus encore, et on étudie les variations de signification inconnues pour faire des diagnostics et du pronostic. Donc, dans le cadre de l'historique de l'IA, la première pierre à cet édifice, c'est Davidet. Si je suis là, si on est là, c'est grâce à Davidet, qui est notre première pierre à l'édifice de l'IA. Donc on a créé son poste. Suite à ça, en 2019, j'ai visité le MILA et l'EIH. Je suis venu vous voir et je reviendrai. C'est vraiment super. Vous êtes vraiment des professionnels et vous êtes vraiment à la pointe toujours. Donc suite à ma visite, on a créé le DUIA Santé, qui est une initiative avec plus de 30 à 40 intervenants, une centaine d'heures. Et entre-temps, dans la foulée, on a créé le Dataton IA for Care. Et en fait, le DUA Santé est la partie théorique de l'IA.
Et le datathon, qui est un marathon d'innovation, comme un hackathon, et la partie pratique, on va sur un week-end au mois d'avril. Et sur notre lancée, en 2021, on a créé DIAD, on a créé une UF pour les étudiants de médecine, parce qu'il y a encore peu de formation initiale pour les étudiants. Donc là, c'était une trentaine d'heures qu'on a créées avec Davidet. Et suite à ça, en 2022, on a continué pour créer les premières rencontres de l'IA en santé. Et en 2023, on a créé le DataKids, qui est un événement pour sensibiliser les enfants à la santé par le numérique. On vous détaillera un petit peu les projets, dont le Croquia qu'on a développé. Et on a développé beaucoup de partenariats, dont avec le CHUM de Montréal. Donc voilà pour l'historique un petit peu de l'IA en santé au CHU de Dijon. Le DU en santé, le diplôme universitaire, c'est 30 à 40 intervenants, c'est 8 modules sur l'introduction de l'IA, les IoT, l'imagerie médicale, la robotique, tout ce qui est aspect législatif. Mais aussi, on a le temps de synthèse avec le Datathon, qui est le marathon d'innovation. Et l'année passée, on avait plus de 17 défis. Pour les éditions du Datathon, donc on est à la 5e édition. On a fait 4 promotions du DU, 5 éditions du Datathon. La première édition, on l'a fait entièrement en distanciel avec 3 défis. Puis plus les années ont passé, plus on a augmenté à 5, 6. Et maintenant, on est à 17 défis pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Donc on a plus de 150 participants, des chercheurs, mais aussi des étudiants des écoles d'ingénieurs, les EO, le CESI, l'Université de Bourgogne. Voilà. Merci beaucoup, professeur Caillé. Est-ce que, David, vous pouvez compléter cette question? Quel rôle avez-vous joué? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout cet aspect technologique de développement d'infrastructures en IA? Oui, le rôle plus important l'a joué le professeur Caillé et Barbara en réunissant les acteurs locaux, tous les petits acteurs locaux qui s'occupaient d'IA pour essayer de créer une entité unique. D'ailleurs, c'est l'objectif, comme le professeur a évoqué au début de son intervention, de créer une unité unique, un pôle santé IA. Mon rôle a été, et ce l'est encore, celui de l'aider à évaluer les projets qui nous arrivent, leur faisabilité, et éventuellement, si les projets sont faisables, l'aider à les développer techniquement. Donc, jouer le rôle de développeur informatique, programmer ces applications, arriver à créer des proof of concept qui marchent. Donc, je suis les aspects vraiment développement technique de cette activité. Merci beaucoup. On voit déjà une belle complémentarité. Puis on va continuer avec Barbara. Alors, moi, mon rôle, ça a été la mise en œuvre de la formation du DU IA Santé, puisque à l'époque, j'étais ingénieur de formation et ingénieur pédagogique au sein de l'Université de Bourgogne. Donc, ça a été ma partie de vraiment mettre en œuvre cette formation et notamment de la mettre en œuvre à distance. Et puis également de m'occuper de toute la partie logistique en fait, du datathon. David, c'est la partie technique. Patrick, c'est la partie plus de supervision, de gestion des projets qui émanent du CHU ou des étudiants. Et moi, c'est vraiment sur la partie logistique pour que le week-end se déroule pour le mieux pour les personnes qui y travaillent. Merveilleux. Pour le moment, c'est toujours le cas. Alors, on va passer à notre deuxième question sérieuse. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple concret où l'intelligence artificielle générative a apporté une innovation en santé? Alors, nous, au CHU de Dijon, on a développé une application à base d'IA générative qui s'appelle Croquia. En fait, dans le cadre du DataKids, qui est l'événement pour les enfants, pour la sensibilisation des enfants à la santé par le numérique, on a créé un fil rouge. Et ce fil rouge, c'était pour initier les enfants à l'alimentation, de faire attention à leur alimentation. Ils ont des aliments autorisés et non autorisés. En fait, on a été voir les oncopédiatriques au CHU de Dijon. On leur a dit, voilà, on veut créer une initiative pour vous. Avez-vous des besoins? Et donc, en discutant avec eux, on a été les voir avec Davidet. Ils ont dit, oui, nous, notre problématique, c'est qu'on donne aux parents une feuille et ils la perdent tout le week-end. Ils nous appellent. Et des fois, ils arrivent à voir personne pour l'alimentation des enfants. Donc là, avec Davidet, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être les aider. Et ça pourrait être notre fil rouge du DataKids. Donc, on a développé Croquia, qui est une IA générative de dernière génération, qui répond à ces problématiques. Donc, pour les enfants atteints de cancer, en fait,
les enfants des éléments autorisés et non autorisés, et on leur fait un conseil. Vas-y, tu peux passer. Donc croquilla, c'est où il n'y a pas de nom, de prénom, vous tapez l'aliment, et vous répond si vous pouvez manger l'aliment ou pas. Donc nous, tout de suite, on a mis du bœuf bourguignon, hein, qu'on vient de Bourgogne, et il vous répond, oui, vous pouvez le manger. Donc il va vous répondre, voilà, vous pouvez manger le bourguignon. Donc c'est un conseil, hein, c'est un accompagnement pour les enfants atteints de cancer neutropénique. Par contre, tout ce qui est fruits de mer, c'est interdit, donc on lui demande, et il répond. Donc Davidet l'a créé en un week-end, hein, cette application. La musique, tout était fait par Davidet. Donc vous pouvez mettre, il n'y a pas de nom ni de prénom, c'est juste une connexion Internet. Et vous rentrez, voilà, on s'astreint de tout ce qui est RGPD, tout ce qui est réglementation, pour limiter un peu l'IA générative. Voilà. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous pouvez compléter sur tous ces aspects de développement, de technologie? Oui, l'application est une application web. Donc, c'est une application qui s'exécute à l'intérieur d'un navigateur. Elle peut être utilisée depuis un ordinateur portable, mais même depuis des dispositifs mobiles. Dans ces entrailles, on retrouve un gros modèle de langage. En particulier, on retrouve ChatGPT 4. ChatGPT 4 a été augmenté avec des recommandations données par les professionnels de santé. C'est une application qui cible les enfants atteints de maladies hématologiques qui ne peuvent pas manger tout ce qu'ils veulent. Et donc, on a demandé aux professionnels de santé de nous donner des recommandations spécifiques qui ont été rentrées dans l'IA. Donc, quand on pose une question à l'IA, on met le nom de l'aliment qu'on veut manger et en plus, l'application automatiquement injecte les recommandations données par les professionnels de santé spécifiques à ces enfants et fournit une réponse. Merci beaucoup. Et on finit avec vous, Barbara. Est-ce que vous pouvez donner encore un exemple concret, un projet parallèle, je pense, où l'IA générative a apporté une innovation? Alors peut-être plutôt un complément d'information sur ce que c'est le DataKid, puisqu'on en parle, mais je pense qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué. En fait, le DataKid, c'est une émanation du datathon, où pendant le datathon, donc des adultes pratiquent l'IA à des fins d'usage en santé. Et donc, on souhaitait faire comprendre aux enfants, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer avec l'IA générative, quels étaient ses apports à la santé. Et on a conçu donc une journée ludopédagogique de découverte de l'IA, avec plutôt donc des choses visibles de l'IA. On n'a pas fait trop de technologie, même si on en a fait un peu, parce qu'on avait par exemple un atelier pour expérimenter un arbre décisionnel et comprendre à quoi ça pouvait servir. On faisait un atelier aussi d'écriture d'histoire de santé à l'aide d'IA générative, de ChatGPT et de génération d'images avec Midjourney. Et quand on a travaillé sur le montage de cette journée, où on a accueilli pour la première édition plus d'une centaine d'enfants, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un espèce de fil rouge avec peut-être, pourquoi pas un jour, présenter un travail réalisé par des enfants un peu plus grands, des ados, dans le cadre de la restitution du datathon, par exemple, pourquoi pas. Mais voilà, donc l'idée, elle est partie de là. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée de l'application et qu'elle a été réalisée par Davidet. Deux très beaux exemples, donc, avec et pour la génération suivante. On passe à la troisième question. Quelles sont les étapes clés que vous suivez pour implémenter l'IA générative dans vos projets et quels défis avez-vous rencontrés? On va commencer avec vous, Barbara. Alors, les étapes clés, et si je reste sur l'exemple des enfants, c'est de sortir du mythe, en fait, de ce qu'on peut rencontrer autour de l'IA générative et de leur faire comprendre vraiment concrètement ce que c'est, à quoi ça sert. Eux, ils en entendent parler. Pour eux, c'est un outil, en fait, habituel. Mais l'idée, notamment avec l'atelier de l'arbre décisionnel, où ils expérimentent grandeur nature, un arbre, on leur demande de se mettre sur une ligne de départ et puis ils respectent une consigne complètement binaire à chaque nœud et à la fin ils se retrouvent classés par taille, croissante ou décroissante, ça dépend dans quel sens on regarde, et ils se rendent compte que ça fonctionne. Et cet atelier, je l'ai proposé et je l'ai présenté à une école primaire, donc j'ai pu toucher des enfants de 6 à 10 ans
à leur faire comprendre le fonctionnement basique de l'IA générative. Un sacré défi, mais donc relevé haut la main. Alors, Patrick, vous allez pouvoir continuer et avec votre réponse, on peut faire un lien entre nos institutions parce qu'il semblerait qu'on réfléchisse de la même façon. Oui, quand on a discuté ensemble des différentes étapes d'implémentation d'une IA générative, on a les mêmes étapes que vous. C'est surtout la première étape qui est très importante, c'est le besoin. Et c'est vrai que ce besoin, je peux vous dire, nous, on a eu le cas au laboratoire où le besoin n'est pas venu d'un professionnel, il est venu d'un chercheur qui nous a appelé, il nous dit « Ah, j'ai fait une application pour vous, pour les cardiologues, à place d'IA. » Je dis « Mais est-ce que tu en as discuté avec les professionnels ?» « Non. » Je dis que ça ne sert à rien. En fait, le besoin, c'est la première étape qui est le plus important. Donc, dans le croc-IA, on a été voir les hématopèdes, on leur a dit « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Et eux, ils nous ont demandé, ils nous ont dit « Voilà, on a besoin de ça. » La deuxième étape, c'est vrai que la pertinence, toute la partie technique, ça c'est David qui l'a faite. Et là, nous, on est dans la dernière implémentation, c'est-à-dire le pérenniser, valoriser cette application. Et c'est là que les défis apparaissent. C'est vrai que le défi, c'est la fiabilité et la faisabilité de l'IA générative. Donc, on connaît toutes les hallucinations. Donc, David a implémenté un prompt dans ChatGPT. Et c'est vrai qu'aussi, il y a le défi éthique. Ça, c'est très important dans tout ce qu'il y a, même l'IA générative. Et nous, c'est vrai qu'avec Croc-IA, on s'est astreint un peu de tout ce qui était RGPD, parce qu'on ne met pas de nom ni de prénom. Donc ça, c'est un avantage de cette application. Il n'y a pas de nom ni de prénom, donc c'est plus simple pour nous. Merci beaucoup. Finalement, David, est-ce que vous pouvez compléter comment est-ce que on a contribué, on a créé ensemble excusez-moi. Je vais vous demander de compléter, sur cette question, donc les étapes clés et les défis rencontrés pour implémenter l'IA générative. Oui, les étapes clés les a bien énoncées le professeur, c'est-à-dire partir d'un besoin, ça c'est important. Et les défis qu'on rencontre aujourd'hui sont des défis techniques et législatifs. Les défis techniques, c'est le fait que les IA ne sont pas parfaites. Les outils qu'on a vu naître ces dernières années ont constitué une révolution, même dans notre domaine. On ne s'attendait pas à voir naître des IA si performantes, mais qui présentent quand même des limites. Au tout début, par exemple, il y a un peu plus d'un an, on pouvait demander à l'IA de générer un document avec des références et les références étaient complètement inventées. Et il y a des étudiants qui sont tombés sur ce piège en croyant d'avoir généré des bonnes références. Et pas seulement, il y a eu même des professionnels qui ont fait cette erreur. Donc il y a ce problème de la fiabilité des données rendues par l'IA, mais il y a des progrès sur cet aspect. Et après, il y a tout l'aspect législatif qu'en Europe, chez nous, est peut-être encore plus complexe qu'en Amérique, parce qu'on a des données sensibles. Les modèles d'IA sont très performants et ont besoin d'être hébergés dans des centres de données qui souvent sont ici, en Amérique. Et on n'a pas le droit d'envoyer des données en Amérique si les données sont nominatives. Donc on a ces enjeux de caractère législatif. Il existe la possibilité d'utiliser des IA locales, donc qui tournent localement dans des serveurs hébergés en Europe, mais pour le moment, elles ne sont pas si performantes que les gros modèles d'IA qui sont actuellement hébergés en Amérique. Donc il y a ces deux aspects qui sont peut-être les défis les plus importants. Merci beaucoup David pour ces exemples qui nous montrent aussi que notre regard critique va toujours être nécessaire pour collaborer, travailler avec l'intelligence artificielle et puis finalement qu'on va devoir développer des compétences pour toujours pouvoir l'utiliser et innover ensemble. Alors une dernière question pour vous Patrick et puis Barbara pourra compléter. On parle de développement de compétences, et bien comment la collaboration entre le CHUM et le CHU de Dijon va pouvoir favoriser ce développement de compétences? Je suis très content en fait, d'être là aujourd'hui. C'est une collaboration entre le CHUM et le CHU de Dijon. Donc c'est une première collaboration. Et c'est vrai que j'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est vrai que je vois au niveau on pourra faire
pourra faire plus tard, c'est des échanges entre nos étudiants, nos internes, nos externes, etc., qui pourraient venir ou à Dijon ou à Montréal, mais aussi au niveau de la recherche. Nous, on travaille avec David sur des nouvelles IA génératives où on pourrait partager aussi. Et à la recherche, il y a tout ce qui est développement en diagnostic aussi, où on travaille sur des nouvelles IA. Mais des collaborations aussi au niveau des événements. Et c'est vrai que dans l'avion, je me disais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire l'année prochaine, pourquoi pas, faire un événement une fois à Dijon, puis une fois à Montréal chaque année. On pourrait intervertir. Dans les beaux côtés, dans les côtes de Beaune, là, moi, je suis très près des côtes de Beaune, on pourrait peut-être faire un événement là-dessus, sur l'IA générative. Voilà. Donc très ouvert sur ces collaborations qui permettent d'échanger entre nous et d'avancer sur des projets qui pourraient être très collaboratifs. Quand j'étais étudiante, que ça m'avait tenté de venir à Dijon, ça sera possible pour les futurs. Le laboratoire est ouvert. Magnifique. Et l'idée d'un an sur deux, on pourra partager nos belles ressources. Barbara, est-ce que vous pouvez compléter sur cette question? Oui. Moi, justement, j'aimerais compléter avec la complémentarité entre le CHUM et le CHU de Dijon, et notamment parler du référentiel des compétences que vous avez développé ici à l'EIAS, qui est vraiment une base sur les compétences que doivent développer les professionnels de santé. Quelque chose qui commence à entrer en réflexion en France, parce que récemment, j'ai vu passer un post sur LinkedIn d'une personne qui organise un grand salon autour du numérique en santé, qui posait la question des compétences à faire acquérir par les professionnels de santé. Donc ça complète. Effectivement, vous êtes plus en avance que nous à ce sujet-là, sur cette réflexion. Et puis, il y a aussi des regards croisés sur des problématiques ou sur certains points spéciaux, la gestion des données, des choses comme ça. On a notre approche française et puis il y a votre approche québécoise. Et c'est intéressant de confronter les deux pour voir justement comment potentiellement lever les freins qu'on ressent chacun de son côté de l'Atlantique. Tout à fait. Merci beaucoup, Barbara. Alors, je sens que vous n'en pouvez plus de ce suspense de la surprise que je vous avais annoncée. Donc, ça va mettre fin à nos questions. Merci beaucoup à vous trois pour les réponses enrichissantes que vous avez apportées. Si vous avez des questions, cher public, n'hésitez pas à y réfléchir. Il y a des micros dans la salle pour les poser après l'annonce surprise. Et en ligne, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais inviter Patrick à se mettre derrière le lutrin et Dany Girard, notre conseillère en partenariat de l'EIAS, à faire cette annonce que vous attendez avec impatience. J'ai un beau rôle aujourd'hui parce que vous pouvez vivre l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a 2 ans, où on cherchait avec le professeur Caillé et l'IAS une façon de collaborer dans avec nos approches respectives en formation en IA santé. Et c'est le coup de pouce financier du ministère des Relations internationales et du Consulat de France, comme l'a mentionné Gaëlle tout à l'heure, qui nous a donné l'élan donc de mettre en place une collaboration. Et c'est avec grand plaisir, puis aussi avec fierté, que nous annonçons la collaboration du CHUM et du CHU de Dijon dans le cadre du lancement d'un diplôme interuniversitaire en IA générative. C'est le premier diplôme en IA générative en santé, un diplôme qui sera lancé en janvier. Je vais laisser le soin au professeur Caillé de compléter avec les informations, et pour lequel le CHUM a un expert, le docteur Louis-Antoine Mully, qui sera formateur dans le cadre du DIU. Oui, je vais compléter. Donc, il y a plusieurs universités, l'Université de Bourgogne, l'Université de Caen, l'Université de Paris-Cité, l'Université de Nantes, le CHUM, l'INES et l'UMDPCS. Et au cours de ce DIUA génératif qui commencera en janvier 2025, à partir de 8 janvier, donc il y aura 6 modules et un module tous les 15 jours. Au cours de ces modules, il y aura une introduction à l'IA générative, les applications à l'IA générative, les différents modèles d'IA générative, surtout axés en santé. Et on finira par ce qu'on appelle, c'est une première aussi en France, c'est assez francophone, c'est le promptathon. C'est un hackathon mais dédié à l'IA générative. Et on vous attend, on vous a mis un petit, je ne sais pas si tu peux passer peut-être, on a mis la petite diapositive avec le scan, vous pouvez scanner, les inscriptions sont ouvertes. Et donc, on vous attend chaleureusement des étudiants de Montréal. Et ça, c'est Dany qui va s'en occuper. Il y a
c'est un programme qui est contingenté. Il y a 20 à 25 places qui sont pour des apprenants en IA générative et avec des places réservées pour les personnes intéressées de ce côté de l'Atlantique. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter à l'EIAS et par mon intermédiaire. Ce qu'on n'a pas précisé encore, c'est un DIU, un diplôme interuniversitaire qui va être en virtuel seulement, et c'est le Prompton qui va avoir lieu en présentiel au mois de mai à Dijon. Donc, les inscriptions, c'est à travers l'Université de Bourgogne qu'on pourra les faire, et vous avez le lien pour y accéder. Et on a déjà le week-end du Prompton, c'est du 4 au 6 avril, on vous attend à l'ESEO à Dijon pour boire du Bourgogne. OK. Anna, le ZEO, c'est? C'est l'école d'ingénieurs de Dijon. Ils nous accueillent toutes les années. Là, maintenant, ça fait 5 ans dans le Dataton. Et donc, ça sera en même temps que le Dataton. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci très heureux d'être là. Merci, félicitations. C'est l'aboutissement d'une belle collaboration et le démarrage d'une belle aventure. Alors maintenant, c'est à notre public de vous challenger ou de vous questionner. Si vous venez poser une question dans la salle, je vous invite à vous nommer. Vous pouvez aussi nous dire si vous préférez la moutarde ou le sirop d'érable et poser votre question. Je vais avoir les questions en ligne ici sur la tablette. On a des premiers danseurs, premières danseuses, parfait. Merci. Bonjour, Aïssa Khalifa, je suis le directeur général de 1000 vues, qui est une société française qui fait de l'IA. J'avais un commentaire et une question. Le premier commentaire, vous avez, monsieur Davidet, vous avez mentionné dans les difficultés le problème des hébergeurs de données de santé et des grosses structures capables de fournir de l'IA générative, mais il me semble que et Google et Microsoft, en tout cas, ont une instance en France, ils sont hébergeurs de données de santé, et on peut lancer des prompts sur ChatGPT dans des conditions particulières, bien évidemment pas sur du ChatGPT général, mais dans des conditions particulières sur des instances qui sont hébergées en France et être conformes au RGPD. Ça, c'était le premier commentaire. Il y a la même chose d'ailleurs ici au Québec avec Azure et GCP, et dans les mêmes conditions. Donc, premier commentaire. Et une question, dans les difficultés, il y en a une que vous n'avez pas mentionnée, qui est l'homologation ou la certification. Oui, ce sont des dispositifs médicaux où ça pourrait être considéré comme tel et à ce moment-là soumis à certification au titre du MDR ou de Santé Canada. Ouais, moi, j'en ai pas parlé des dispositifs médicaux, c'est très compliqué. C'est une enveloppe de l'ordre de 500 000 € pour faire un dispositif médical et c'est vrai que c'est très long. Donc, quand on commence un projet d'IA, même d'IA générative, il faut tout de suite avoir dans l'idée d'un investissement assez élevé, de levée de fonds pour faire ces dispositifs médicaux et les classes de dispositifs médicaux. Donc, il y a différentes classes, je crois qu'il y a 4 classes. Et oui, nous, pour l'instant, dans Croquia, on ne rentre pas dans ce cadre-là parce que ce n'est pas dans le cadre du diagnostic, c'est juste un conseil. C'est pour ça, déjà, nous, là, on s'est astreint de ça. David, tu peux compléter, vas-y. Hein. Oui, vous avez raison. Effectivement, il y a des zones HDS pour tous les principaux fournisseurs. Donc, il n'y a pas que Microsoft et Google, mais il y a aussi AWS. Et effectivement, en France, à Paris, dans le data center de Paris, il y a la possibilité de lancer des modèles Mistral, par exemple. C'est une possibilité relativement récente, donc c'est vrai, ça résout partiellement le problème. Il faut savoir aussi que il y a, même si on a ce genre de possibilités, on affronte toujours une certaine réticence de la part des hôpitaux à utiliser des services cloud qui ne soient pas nationaux. On a des services cloud nationaux, comme OVH par exemple, mais qui n'offrent pas les mêmes capacités que les gros fournisseurs. Mais
mais vous avez raison, il y a effectivement depuis pas longtemps la possibilité de lancer des requêtes sur des zones HDS sur le territoire européen. Mais il y a aussi cette réticence de la part des institutions, des hôpitaux, d'utiliser ces fournisseurs américains, et on se confronte à ça aussi. Ouais, je pourrais compléter, c'est que nous, avec Davidet, on essaye aussi de développer de l'IA générative en local. Davidet a eu l'idée de... Vas-y, tu peux en parler. Oui, les possibilités, la possibilité peut-être meilleure actuellement, considérant le contexte, c'est d'utiliser des IA locales, c'est-à-dire les modèles open source, et les faire tourner sur des VM, sur des machines virtuelles qu'on puisse contrôler. Et donc, on peut contrôler le flux de données, complètement le flux de données. Ouais. Ça serait peut-être l'option vers laquelle on irait, mais c'est des modèles qui sont un peu moins performants par rapport à, parfois assez moins performants par rapport aux méga modèles qui sont offerts sur les serveurs américains ou parfois européens, mais sur des hébergeurs qui sont américains. C'est compliqué la législation et même la façon dont les institutions voient les grands acteurs américains en Europe. Et on a même des différences régionales à l'intérieur de l'Europe. On n'est pas une fédération unie comme pourraient l'être les États-Unis, par exemple. Je me souviens qu'il y a un an, le produit ChatGPT a été interdit en Italie, mais pas dans les autres régions de l'Europe. Donc on a nos petites différences, difficultés et un peu un regard qui a tort ou a raison, est un regard qui n'est pas toujours en faveur de l'utilisation de services des grandes entreprises américaines, surtout pour des données sensibles, comme les données de santé. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. On a une autre question ici dans la salle. Oui, bonjour, Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'Académie et également fondatrice de l'École de l'IA en santé. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ma question est la suivante. Dans tous les projets que vous voyez naître au travers du Datathon et autres initiatives, quelle proportion se retrouve en milieu réel de soins et de pratique? Et quels sont les facteurs d'accélération qui font en sorte que, comment je peux dire, que le gâteau lève? Ouais, dans le cadre du Datathon, c'est vrai qu'on est à plus de 40 défis proposés. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a qu'une seule start-up qui a été développée au cours de ce Datathon qui s'appelle ScreenAct. Et c'est vrai qu'ils sur les essais cliniques, donc là, maintenant, ils sont développés au niveau national, mais ils sont en train de se développer au niveau européen. Mais un des grands défis, c'est de soutenir ces défis et de les accompagner. Et c'est vrai que nous, il y a Santé Neuve qui est là pour accompagner, mais on essaye de les accompagner pour les emmener vers des incubateurs comme la SAT, etc. Mais c'est une des complications de ça, c'est de les soutenir, d'aller jusqu'au bout. Même là, on a eu quelques-uns qui sont revenus, donc il y en a qui reviennent chaque année. Oui, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être un peu frustrant en fait, pendant le week-end de travail de commencer d'avancer sur des projets et puis derrière, il n'y a rien. Parce que ça s'arrête, parce qu'il n'y a pas de structure, nous, sur Dijon, qui permet vraiment d'accompagner ces projets. Donc déjà, l'année dernière, on s'était dit, on va offrir aux personnes qui avaient porté des projets sur le Datathon de l'année d'avant, si elles le souhaitaient, si elles voulaient continuer d'avancer sur leur projet, de revenir sur un deuxième Datathon pour continuer d'avancer. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y en a peut-être un qui va venir encore pour une troisième fois sur le prochain Datathon. Mais c'est vrai que la question de la pérennisation se pose. Ça fait partie des questions avec Patrick qu'on se pose régulièrement. On vient de créer tous les deux avec d'autres personnes, on est une petite dizaine, de créer une association
qui a plusieurs axes. Alors, on est vraiment au tout début de l'association, à la fois pour organiser les projets, le Dataton et le DataKit de façon un peu plus aisée. Et puis, voir après, à terme, si on peut nous faire des partenariats avec des incubateurs ou des écoles de commerce ou autres pour aider justement à commercialiser potentiellement les projets qui auraient émergé pendant le Dataton. Encore des questions dans la salle? Oui, bonjour. J'avais une question un peu plus sur le côté technique. Vous avez mentionné brièvement l'anonymisation des données, puis dans le cadre où l'informatique devient de plus en plus, ça évolue plus, puis c'est plus facile de renverser les algorithmes en place pour réidentifier les gens. Est-ce que vous avez pensé à la mise en place des techniques de confidentialité plus poussées que juste l'anonymisation, ou peut-être c'est quelque chose que vous considérez ou que... Oui. Alors nous, tout ce qui est Dataton, c'est données anonymisées obligatoires, on ne prend pas dans le Dataton. Pour les projets de recherche d'Avides, c'est pareil. Tout projet qui viendrait dans le laboratoire est anonymisé. Alors je sais qu'il y a des structures maintenant, je crois que c'est un Nantes qui existe, où eux, à l'aide d'algorithmes, ils anonymisent directement vos données. Donc ça existe aussi. David, si tu veux compléter, ou Barbara. Mais nous, toutes nos données anonymisées complètement. Autrement, on ne prend pas le projet. Okay. Puis, est-ce que quand vous dites anonymiser, c'est que vous n'incluez pas l'identité directement, ou c'est vraiment, comme vous mentionnez, des techniques plus poussées? Parce que dans le fond... je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le fond, on peut retracer l'identité des gens sans même la nomination. Pour les prévenir. Oui. C'est ça que vous voulez. Donc, c'est juste une curiosité si c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. Alors, nous, dans le cadre du Dataton, c'est pour les étudiants, on fait signer. Mais pour les patients, non, pour l'instant, il n'y a rien de signé. Okay. Merci. Bonjour, je m'appelle Étienne Boucher. J'ai fait la maîtrise professionnelle à Mila en apprentissage automatique. Puis là, je travaille au CHUM en interopérabilité. Mais ma question est aussi technique au niveau de Crocchio. Comment mitiger, comment vous gérez le risque qu'il hallucine ou qu'il réponde quelque chose qui sort du cadre malgré qu'il y ait une base? Alors, on l'a testé. Hein. En fait, comme on avait une liste d'aliments autorisés et non autorisés, avec David et puis Barbara, on a testé tous les aliments. Puis on a regardé la réponse qu'ils donnaient. Donc, c'est pas une liste, il n'y a pas 100 000 noms, 100 000 aliments, mais on les a tous testés pour voir s'ils répondaient bien. Et il n'y avait pas d'hallucination. Donc, on a testé. Il faut tester. OK, il y a une restriction au niveau de qu'est-ce qui peut être entré. J'ai pas entendu. Il y a une restriction au niveau de qu'est-ce qui peut être entré comme aliment. Là. Non, David, il n'y a pas de restriction. Hein. Pour les aliments, donc tu peux rentrer, on peut rentrer n'importe. Mais la liste, il y a une liste fermée quand même des aliments autorisés et non autorisés. C'est un référentiel qui est donné par les oncopédiatriques de Dijon pour les parents. Mais elle est fermée, la liste. On ne peut pas rajouter d'aliments. Par contre, comme vous avez vu sur la petite vidéo, vous pouvez mettre des aliments et il vous répondra. Et là, c'est David qui a créé le prompt. Moi, je peux peut-être compléter en termes d'usage. En fait, l'application, elle est née aussi d'un besoin du service d'oncopédiatrie, où jusqu'à présent, en fait, c'était une feuille papier qui était fournie aux parents pour indiquer ce que leur enfant avait le droit de manger ou pas. Et comme Patrick le dit souvent, cette feuille, elle était perdue, ou les parents se retrouvaient le week-end, ne savaient pas ce qu'ils pouvaient donner à manger à leur enfant. Donc en fait, effectivement, il y a des risques avec l'IA générative, mais comme il y a des risques avec l'humain, en fait, ou avec le produit qu'on peut acheter en supermarché, dont on ne connaît pas, ou on ne fait pas attention à la composition. Les risques sont là dans les deux cas, en fait. Merci. Est-ce que ça répond? Oui. C'est juste que si tu donnes une feuille, tu as de l'information qui est définie. Donc, tu es sûr que l'information que tu te donnes est bonne. Après ça, si ça sort de ce qui est sur la feuille, c'est aux parents de gérer le risque. Alors que si on fournit un outil qu'on peut sortir du cadre des entrées testées, à ce moment-là, il y a quand même un risque. Puis c'est comme si on donne une réponse. Oui. Alors le risque est faible parce que ceux qu'on met dans la liste, c'est les risques élevés, et ceux qui sont par la liste, c'est les risques faibles. Et là, c'est un conseil qu'on va donner. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas de risque pour l'enfant. C'est un accompagnement.
ça ne fait pas de diagnostic. Donc le risque est très limité. C'est pour ça tout à l'heure, on a parlé de dispositifs médicaux, ça ne rentre pas dans le cadre là. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on ne rentre pas dans le cadre réglementaire pour nous. Voilà, ça limite. C'est une limite. Parfait, merci. On va prendre une dernière question. Bonjour. Donc, une question un peu crunchée là, pour vous trois aujourd'hui. Donc, vous aviez eu la vision d'aller recruter quelqu'un qui avait un profil extrêmement rare, donc médecine et IA. Le commun des mortels pourrait se dire, pourquoi passer à travers tout ça? Pourquoi pas juste trouver un médecin, puis quelqu'un qui fait de l'IA, puis ça va faire la même affaire? Donc, moi, j'aimerais vous entendre tous les trois avec votre perspective complètement différente sur pourquoi, quelle est la valeur ajoutée d'avoir ces deux profils en un? Alors, c'est crunchy, je le sais, mais c'est important. Je vais parler de David. Le profil est assez exceptionnel. En fait, moi, quand je l'ai rencontré, c'est vrai que, pour vous parler simplement, c'est que j'avais pas mal de données et David, tout de suite, il comprenait. En fait, comme il est médecin, et comme il sait coder, etc., c'est assez facile. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer la médecine, il comprend déjà tout de suite. Et le codage, il vous le fait. Donc là, pour Croquilla, on a un week-end, il vous fait une application. L'avantage, c'est ça, c'est la rapidité. Et donc, le temps, vous gagnez du temps. Donc, c'est vrai que moi, j'entends beaucoup de startups, ce qui est très bien, d'élever de fonds. C'est vrai que nous, on essaie de faire des levées de fonds, mais en fait, on n'a pas besoin de 36 personnes. C'est vrai qu'il nous suffit d'une pierre comme Davidet pour créer des formations, créer des applications. Et c'est ça la plus-value. Moi, je le dis, hein, si je suis là, c'est grâce à Davidet. Et pour moi, c'est Numéaire. Et il permet de rêver. Voilà, c'est vrai que moi, je suis de la génération Goldorak. Et c'est vrai qu'il me fait rêver. On est là, on dit, tiens, Davidet, est-ce qu'on peut faire ça? Il vous le fait. Et c'est exceptionnel. Moi, je le dis, je le redis. Et Barbara, avec votre parcours, qu'est-ce que vous voyez qui ressort? Qui ressort du fait d'avoir cette double casquette. C'est deux origines complètement, enfin, qui sont complémentaires et qu'il faut avoir. Donc, soit effectivement, on a deux binômes qui fonctionnent parfaitement. Il y a une approche santé et une approche technique parce que c'est extrêmement rare de tout maîtriser comme Davidet. J'en ai rencontré un autre. Mais voilà. Mais c'est un peu, alors, pour faire le parallèle avec mon parcours à moi en tant qu'aussi conceptrice e-learning, moi, donc, je suis issue de la filière français langue étrangère et je m'étais orientée sur ce qu'on appelle le français de spécialité. Enseigner la langue française dans un domaine particulier. Quand je suis arrivée en santé, donc c'est ce que Gaëlle disait, moi je venais, j'ai travaillé auprès des migrants, je n'avais pas cette culture de la santé, si ce n'est celle qu'on a nous quand on va consulter un médecin ou un spécialiste de santé. Et c'est quand même beaucoup plus facile maintenant pour moi, avoir travaillé pendant 6 ans sur des supports de santé, de maîtriser ce vocabulaire-là, les problématiques liées au domaine, pour ensuite, après, concevoir des cours qui fassent pas de contresens ou des choses comme ça. Et je pense que le parallèle, c'est un peu le même sur la santé et l'informatique, en fait. C'est soit on arrive à trouver des binômes qui fonctionnent parfaitement ensemble et qui savent s'expliquer, parce qu'il y a aussi cette culture du mot, quand il y en a un qui est ancré dans son vocabulaire à lui, comme nous, on peut aussi sortir des fois des acronymes que nous seuls comprenons, en fait, c'est d'avoir un langage commun. Donc, soit il y a un binôme qui existe, soit il y a une personne qui arrive à fusionner les deux, en fait. Et vous, Davidet, auriez-vous quelque chose à ajouter avec vos deux chapeaux? Disons que quand on travaille sur des thématiques pluridisciplinaires en général, en termes généraux, que ce soit la médecine ou l'IA ou autre chose, c'est clairement plus facile quand les personnes qui travaillent maîtrisent au moins un peu les deux ou plusieurs domaines dans lesquels ils travaillent. Moi, je fais un exemple. Je travaille avec. J'ai eu l'occasion de travailler avec des ingénieurs qui sont des ingénieurs informatiques. Et ils travaillaient sur des thématiques. C'était une jeune fille qui travaille encore sur une thématique médicale, donc une informaticienne qui travaille sur une thématique médicale, et elle, à côté, elle avait son livre de médecine. Donc,
c'est important quand on travaille sur des thématiques pluridisciplinaires, connaître au moins un peu de disciplines pour pouvoir, comme Barbara l'a dit, avoir l'élasticité mentale pour connecter les deux domaines. Parfois, ça arrive, par exemple, qu'on travaille, un informaticien travaille sur une thématique médicale, mais qu'ils ne se rendent pas compte que certaines données, certains résultats, certaines issues du logiciel peuvent pas être logiques parce que sont complètement contre la biologie. Et donc, j'encourage personnellement tous ceux qui travaillent sur de la multidisciplinarité, soit avoir des équipes solides qui peuvent s'entraider. Et ce n'est pas toujours facile. Hein. À Dijon, parfois, on a des environnements qui sont un peu fractionnés, chacun travaille un peu dans son coin, ou s'y mettre et essayer de maîtriser au moins un peu même l'autre domaine. Je pense que c'est important de ne pas être compartimenté. On vit dans une société, on est éduqué à de l'hyperspécialisation, mais c'est important d'être un peu ouvert. Merci beaucoup, David. C'est le principal intéressé de la question. On arrive à la fin de ce MIAM. Et je ne terminerai pas sans remercier toutes les personnes qui ont permis sa réalisation. Donc, pour commencer, nos panélistes. Merci beaucoup à vous trois d'être venus jusqu'ici, de nous avoir partagé tous ces apprentissages. J'espère que notre public repart avec de beaux apprentissages. Puis évidemment, le ministère des Relations internationales et de la francophonie et le Consulat de France qui nous a soutenus dans ce projet. Et enfin, mes collègues, les équipes de l'ADEAC et du CHUM qui ont contribué à la réalisation de ce MIAM. Et puis toute l'équipe technique sans qui ce serait beaucoup moins lumineux. Alors merci beaucoup à chacune pour ce MIAM. Ouais, merci pour l'organisation, c'était vraiment super. Merci. Et puis, merci à vous, cher public, en ligne et en présence. Ça aurait beaucoup moins de sens sans vous. On est intéressé d'avoir vos rétroactions grâce à ce sondage, parce qu'on a déjà hâte à la prochaine collaboration ou au prochain MIAM et de nous améliorer d'ici là. Très bon après-midi.